Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui est une journée un peu particulière puisque nous inaugurons cette série de Midi Causerie. Donc, comme l'invitation que vous avez reçue et vous vous êtes inscrit à cette première rencontre l'indiquait, c'est vraiment le souhait de partager avec des personnalités, des personnes de l'UQAM et de l'externe. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Maryse Lassonde, qui est donc, bonjour Maryse, présidente du Conseil supérieur de l'éducation. Donc, avec Maryse, nous allons nous entretenir dans quelques minutes de son dernier rapport, du dernier rapport du Conseil, Cheminement rapide dans les études universitaires au Québec, un sujet brûlant d'actualité aussi. Avant de lire la biographie de Maryse, j'aimerais également vous informer que Nico Bonin, interprète, est là avec nous aujourd'hui. Donc, Nico a accepté gentiment notre invitation. Maryse, quelques mots sur vous, si vous me le permettez. Donc, Maryse, vous êtes présidente depuis 2018 du Conseil supérieur de l'éducation. Après avoir obtenu votre doctorat en neuropsychologie à l'université Stanford en 1977, et je disais, chers collègues qui est avec nous aujourd'hui, qu'elle a obtenu son doctorat, me permettez-vous de le dire? Bien sûr. À 23 ans, donc vraiment précoce. Elle est devenue professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières, puis à l'Université de Montréal, où elle a été nommée professeure émérite en 2013. Vos recherches ont porté sur des thèmes divers, dont les troubles cognitifs associés à l'épilepsie infantile et les effets des commotions cérébrales dans le sport. Vous avez édité 7 livres, rédigé plus de 300 articles et chapitres scientifiques, reçu de nombreux honneurs et prix. Et vous êtes devenu membre de la Société canadienne de psychologie, de l'Académie canadienne des sciences de la santé, de la Société royale du Canada. Vous êtes également officier de l'Ordre du Canada, chevalière de l'Ordre national du Québec, dont vous avez présidé le conseil de 2008 à 2010. Vous avez été également présidente de l'Association francophone pour le savoir en 1993. Vous avez détenu une chaire senior de recherche du Canada de 2001 à 2013, qui est une longue période, et présidente également de la Société royale du Canada de 2015 à 2017. Enfin, vous avez été directrice scientifique du Fonds de recherche de Québec Nature et Technologie de janvier 2018 à juillet, non, je me suis trompée, de janvier 2012, pardonnez-moi, à janvier, décidément, juillet, j'intervertis les mois, 2018. Voilà. C'est avec grand plaisir que je vous ai invité pour inaugurer cette série et pour ce rapport que j'ai trouvé intéressant, de nombreuses statistiques et des recommandations que vous allez nous présenter dans quelques minutes. Et je souhaite dire aux personnes qui sont avec nous que nous respectons bien le 2 mètres, je vous assure, et que nous avons une vitre plexiglas que vous ne voyez peut-être pas, mais qui est bel et bien présente. Maryse, la parole est à vous. Oui, bien, merci beaucoup de m'inviter ici à l'UQAM. C'est vraiment un plaisir d'abord de vous revoir, Magda, puis d'être présente avec vous, d'inaugurer ces midi causeries. Alors, très heureuse d'être ici. Et puis peut-être avant de vous parler de cet avis, si vous me permettez de dire un petit mot sur ce qu'est le Conseil supérieur de l'éducation. Parce que ce n'est pas très connu, en fait. C'est un organisme, pourtant, qui est remarquable par son aspect démocratique. Alors, c'est un organisme gouvernemental qui a été fondé en 1964, en même temps que le ministère de l'Éducation. Et l'idée de Paul Gérin-Lajoie, lorsqu'il a créé ces deux entités, c'était que le Conseil représente la société civile et qu'il regarde ce que le ministère de l'Éducation avait comme ce qu'il faisait comme développement, mais qu'il pouvait également donner des orientations qui représentaient les besoins de la société civile en termes d'éducation. Alors, c'est vraiment assez intéressant de travailler à ce conseil parce que, bon, évidemment, moi, je viens d'une carrière scientifique, bien sûr. Le conseil n'est pas un organisme de recherche. Le conseil fait des analyses, fait des analyses bibliographiques. On consulte énormément d'expertes et d'experts. On fait également des délibérations, bien sûr, à travers nos instances, mais c'est vraiment, on produit à travers nos avis quelque chose qui ne pourrait pas être produit par un professeur ou une professeure d'université parce que ce n'est pas que de la science. C'est vraiment de la science, mais qui est mise en relation avec l'expérience terrain. Alors, c'est vraiment très motivant de voir ça, de voir comment on peut allier ces deux aspects-là, donc de produire
avoir la science, bien sûr, mais pouvoir amalgamer ça avec les besoins et les nécessités et la réalité du terrain. Alors, on fait ça à travers plusieurs instances. On a plus de 100 bénévoles là, qui travaillent dans nos instances. On couvre de la prématernelle jusqu'à l'université, la recherche aussi à l'enseignement supérieur, la formation continue, l'éducation aux adultes. Alors, on couvre très, très large et on couvre chacun de ces aspects-là à travers des instances où on a des représentants de la société nommés par nos partenaires qui viennent siéger dans nos instances. Alors, c'est vraiment remarquable comme fonctionnement. Et pour moi, c'est une découverte de pouvoir travailler à ce niveau-là. Bien sûr, on m'avait demandé de venir au Conseil, surtout pour augmenter la visibilité du Conseil en termes de l'enseignement supérieur. D'accord. C'est ce qu'on a fait. Le Conseil a pu avoir d'autres postes. On a augmenté le budget du Conseil pour pouvoir aussi se consacrer davantage au niveau de l'enseignement supérieur. Et c'est un peu pour ça que je suis ici aujourd'hui. Bien sûr. Voilà. Merci d'avoir présenté le Conseil, car effectivement, je ne suis pas convaincue que tous et toutes, on le connaît aussi bien que ça. Et cette création résulte de Feu Gérin Lajoie, oui, qui avait cette vision pour l'éducation. Vous avez raison. Tout à fait. Donc, précisément, un des rapports que vous avez finalisé, c'est celui des cheminements qu'on appelle rapides dans les études universitaires au Québec. Oui. Il nous interpelle au plus haut point. Oui. C'est un sujet aussi d'actualité. Bien sûr, avec la pandémie, de nombreuses questions se posent. Peut-être que je vais vous laisser présenter les grandes lignes du rapport. C'est un peu ce que nous avions convenu, parce qu'il y a énormément de données. Et pour ceux et celles qui sont avec nous aujourd'hui, faire un rapide survol et ensuite ouvrir la période de questions avec les collègues en ligne. Cela vous convient-il? Très bien, très bien. Alors, la parole est à vous. Parfait. Si on peut avoir la première diapo. Donc, le temps que les techniciens... Et voilà, merci à nos collègues de la technique. En guise d'introduction, bon, évidemment, on va parler aujourd'hui d'un de nos avis, cheminement rapide dans les études universitaires au Québec. Mais en fait, j'ai mis ici 3 de nos avis. Depuis un an, on a produit 3 documents qui sont directement liés au monde universitaire. Alors, on en a produit un en décembre 2019 qui s'appelle « Les réussites, les enjeux et les défis en matière de formation universitaire au Québec ». Beaucoup de statistiques qui sont données là-dedans, beaucoup de pistes d'orientation. Je dois dire que cet avis-là découle des travaux de notre commission de l'enseignement et de la recherche universitaire qui est présidée par quelqu'un que vous connaissez bien, M. Claude Corbeau, oui, qui a été 2 fois recteur de l'UQAM. Alors, on est très heureux de le compter parmi nous. Alors, il est président de cette commission, mais aussi membre de la table du Conseil. Alors, on a produit ça en décembre 2019 et ça, c'est un avis qu'on appelle un avis d'initiative. C'est la commission qui a décidé de travailler là-dessus. Le Conseil a donné son aval et donc on a produit ça en 2019. Un autre type de production, par exemple un mémoire plutôt qu'on a publié hier, c'est un mémoire qui se penche sur le document produit par le comité qui s'est penché sur l'Université du futur, qui était un comité présidé par le scientifique en chef et auquel j'appartenais aussi. Alors, ce qu'on a fait à ce moment-là, donc une fois qu'on a eu le document produit par le comité, on l'a soumis à 4 de nos instances. On l'a soumis évidemment à la commission universitaire, la commission collégiale, puisqu'il y avait quand même des recommandations qui étaient liées au collégial. On l'a soumis aussi à notre commission qui travaille sur l'éducation permanente, parce que c'est important quand on pense à l'Université du futur. Et également notre nouveau comité intérieur de la relève étudiante, c'est un comité qu'on a créé il y a quelques mois seulement. Alors, on est très heureux de les avoir. Et donc, ces 4 instances ont produit un document qui a été analysé par le Conseil, et c'est ce que vous avez hier, donc nos recommandations quant à ce chantier de l'Université du futur. Alors, je vous laisse aller le lire. Et puis, maintenant, si vous voulez bien, je vais vous parler plutôt de celui pour lequel vous m'avez invité, là, les cheminements rapides. Voilà. Alors, ça, c'est un autre avis qu'on a produit. C'est un avis qu'on a produit parce qu'on avait une demande expresse du ministre. Donc, c'est M. Roberge, qui était à ce moment-là ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, qui nous a envoyé une lettre en décembre 2019 qui donnait un mandat spécifique au Conseil. On nous a dit,
on voudrait que vous documentiez les pratiques qui sont liées à l'accélération des études universitaires en émettant des recommandations à cet égard. Parce que pour le moment, il n'existe ni consensus ni balise à ce sujet. Et ce qu'on nous disait, c'est qu'il y avait plusieurs demandes de création de programmes d'études doctorales qui comprenaient la possibilité d'un passage direct à partir du baccalauréat jusqu'au au doctorat. Alors, il y avait plusieurs demandes comme ça qui devaient être traitées à la pièce par le comité des programmes universitaires du ministère. Et donc, le ministre nous a dit, évidemment, il y a diverses motivations dans cette demande-là. Par exemple, bon, les universités disent qu'il y a le phénomène d'internationalisation, on fait faire venir des étudiants d'étrangers. Et on sait qu'aux États-Unis, entre autres, il y a un passage direct du bac au doctorat. Alors, pour rester compétitif par rapport aux États-Unis, bon, et on va attirer de très bons étudiants, étudiantes aussi, évidemment. Alors, peut-être pour répondre à cette demande-là, il y a aussi une concurrence entre les établissements. On voulait retenir certains étudiants, étudiantes aussi, les meilleurs dans une université donnée. Alors, si on a un passage du bac au doctorat, par exemple, à l'UQAM, mais vous gardez vos bonnes étudiants. Alors, par ailleurs, il y avait des préoccupations. Le ministre les a évoquées dans sa lettre qui nous donnait le mandat. Entre autres, est-ce qu'il faut y avoir une certaine équité entre les étudiants et étudiantes? Il faut aussi penser à la cohérence du système dans son ensemble. Il faut penser à la valeur de chacun des diplômes. Alors, qu'en est-il de la valeur de la maîtrise, par exemple, si on procède de façon très courante avec ce passage du bac au doctorat? On avait aussi des préoccupations quant au coût, au financement des études universitaires, à la fois des institutions, mais aussi les coûts pour les étudiantes ou étudiants. Voilà, donc ça, c'était le contexte de la lettre du ministre. C'était décembre 2019. Quand on a une demande spécifique du ministre, on laisse tout tomber. Et là, on demande à nos instances de travailler de façon vraiment assez intense sur la demande du ministre. Alors, c'est sûr qu'on a fait des démarches parallèles. Donc, je vais vous en parler un petit peu par la suite. D'accord. Première chose qu'on a faite, c'est qu'on a essayé de débroussailler un peu les types de cheminements rapides. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de confusion dans ce qu'on appelle les cheminements rapides, des accélérés. Oui. Vous avez fait vraiment tout un chapitre là-dessus au début. Oui, pour les définir, en fait. Définir aussi, bon, d'abord le bac, la maîtrise, le doctorat, donc, mais aussi c'est tous ces fameux cheminements rapides. Et on a été étonnés de savoir qu'il y en avait autant. Alors, les passages intégrés, vous avez une définition ici. C'est souvent des étudiants qui sont soit au bac, par exemple, qui prennent des cours de maîtrise, ou des étudiants de maîtrise qui prennent des cours au doctorat. Ça, ce sont les passages intégrés. Les passages accélérés, donc, c'est assez courant, ça, finalement, où vous avez un étudiant, une étudiante à la maîtrise qui fait vraiment de bonnes choses en recherche. On lui dit, écoute, tu peux passer directement à la thèse de doctorat. Donc, c'est un passage accéléré. Et il y a aussi, comme aux États-Unis, la possibilité de faire un passage direct du bac au doctorat. Alors, 3 types, finalement. Et donc, première démarche qu'on a faite, c'est définir ce que c'était. Ensuite, on est allé voir tous les règlements qu'il y avait dans chacune des universités. Parce que c'est très encadré et normé. Chacune de nos institutions ne fonctionnent pas de la même manière. Exactement. C'est ce qu'on a pu voir, en fait. Donc, il y a des règlements, oui. Ce n'est pas donné dans toutes les universités. Ce n'est pas donné de façon uniforme. Donc, on a vraiment regardé, est-ce qu'il y avait des règlements, par exemple, au niveau des passages intégrés? Avez-vous un règlement, oui ou non? Et vous voyez que c'était moitié-moitié. Au niveau des passages accélérés, oui, davantage. Passages directs aussi. Et ce qui nous inquiétait beaucoup aussi, parce qu'il faut aussi penser à la protection de l'étudiant, c'était la voie de sortie. Est-ce qu'il y a des règlements là-dessus? Alors, en général, oui, la plupart des universités ont prévu de le faire. Par la suite, ce qu'on a pu voir comme constat dans nos analyses, on a pu voir que presque toutes les universités offrent au moins un des 3 parcours. D'accord. Ça, oui. La majorité des règlements des universités prévoient une voie de sortie aussi. Et dans la plupart des règlements, on voit que la prérogative est donnée vraiment aux administrations universitaires, ce qui était très bien.
Et évidemment, j'ai fait ressortir un petit peu de données pour l'UQAM. Alors, les règlements des études de l'UQAM encadrent les 3 types de cheminement et prévoient une voie de sortie. Vous êtes tout à fait conforme. Oui, puis ça a été une demande répétée de la part d'abord de la communauté, mais aussi les rapports de l'Ombudsman mettaient de l'avant également la possibilité pour que les étudiantes et les étudiants bénéficient de ces voies de sortie. Ce n'est pas finalisé, c'est toujours un travail qui est en cours. Les comités permanents des cycles supérieurs et des premiers cycles travaillant sur ces questions-là auront d'autres recommandations à faire à la commission des études et ensuite au conseil d'administration. Mais c'est une préoccupation réelle pour nos étudiantes. C'est vraiment une préoccupation du conseil aussi, vous le verrez. Oui, oui. C'est une de nos recommandations, en fait. C'est essentiel. Ouais. Voilà. Alors, ensuite, on a regardé, est-ce qu'il y a vraiment lieu de s'inquiéter? Est-ce qu'il y en a tellement de ces passages accélérés? En fait, il y en a beaucoup dans les universités qui offrent les programmes de doctorat en psychologie. Parce qu'en psychologie, et j'avais d'ailleurs travaillé très fort là-dessus, on a fait, lorsque l'Ordre des psychologues a demandé que, comme dans les autres provinces du Canada, on ait un doctorat comme diplôme de pratique, alors on s'est tourné vers nos programmes et on a proposé un passage direct du bac au doctorat. Et toutes les universités québécoises pratiquement le font. Alors, si on élimine le cas spécial de la psychologie, en fait, il y a 11% des universités 11% des doctorats, des inscriptions au doctorat qui sont des passages accélérés. Et les passages directs sont vraiment beaucoup plus fréquents dans le monde anglophone. Alors, vous voyez, par exemple, en 2010, à McGill, il y en avait 14%, maintenant 28%. Si on considère toutes les universités anglophones, on parle maintenant de 35%. Là. Donc, ce qui est important, c'est une augmentation très importante. C'est vraiment important. Il faut dire aussi qu'il y a le modèle américain qui est juste à côté de nos portes. Alors, donc, c'est probablement pour se modeler aussi sur ce modèle-là. Dans le réseau francophone, il y a Polytechnique et l'UQAC, qui vraiment offre beaucoup de passages directs. Ailleurs, c'est un phénomène marginal, en fait. Et puis, je pense que pour l'UQAM, vous le voyez ici, si on enlève la psychologie, donc vous voyez que c'est marginal. Il n'y a pas eu d'augmentation depuis 2010. De 2010 à 2019, finalement, vous restez autour de 4 à 5%. De fait. Oui. Oui, oui. Voilà. Bon, il y a des tendances aussi. Tous les domaines permettent de faire ces passages directs du bac au doctorat, des passages accélérés. Mais en général, ce sont surtout les sciences appliquées qui le font, génie en particulier. Bon, évidemment, si on fait abstraction de psychologie, encore une fois, là où c'est vraiment très courant. Donc, dans les sciences humaines, c'est seulement de 8%, mais dans les sciences appliquées, on parle de 15% des inscriptions au doctorat. Donc, c'est vraiment qui est quand même important aussi. C'est quand même important, oui. Et vous me disiez tout à l'heure, quand on était, avant d'entrer en ondes, finalement, qu'il y avait vraiment d'abord cette croissance que vous observiez, mais aussi la satisfaction de ce que vous aviez pu recueillir comme commentaires auprès des populations étudiantes, où vous observez que les taux de diplomation sont également en augmentation. Oui, en fait, c'est-à-dire que la perception des gens est différente des données qu'on a pu amasser. Et puis là, il faut que je dise que je dois des remerciements au Bureau de la recherche institutionnelle du réseau de l'Université du Québec qui nous a alimentés de données très court terme, et aussi le Bureau de coopération interuniversitaire. Mais donc, on a eu ces données vraiment rapidement, puis grâce à ces deux instances, et je dois les remercier. Mais on a pu voir aussi un peu le profil des gens. Et puis, en général, ce sont surtout des étudiants internationaux qui se prévalent de ce passage direct, 75% des candidatures. Oui, c'est ça qui est un des résultats surprenants, c'est de voir que ça intéresse davantage des étudiants internationaux. Oui. Et quelle explication en donneriez-vous? Bon, en fait, c'est que si vous venez de l'extérieur du Canada, si vous voulez aller étudier aux États-Unis, vous pouvez passer directement du bac au doctorat. Alors, donc,
probablement que si vous voulez étudier dans de très bonnes universités, dans nos universités, bien, les demandes se font dans ce sens-là aussi parce que, bon, on fait valoir que ça se fait ailleurs. Donc, c'est probablement pour ça. Donc, surtout, vous avez une répartition là, que vous pouvez voir sur les diapos, Moyen-Orient, Asie, Europe, mais surtout du Moyen-Orient. Du Moyen-Orient, effectivement. Une chose aussi, encore une fois, plus d'hommes que de femmes, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et il y a plus, dans les données qu'on a eues de 2018, il y a d'ailleurs plus d'hommes que de femmes, c'est 56 % d'hommes qui sont inscrits au doctorat. Le reste, évidemment, des femmes. Mais le passage direct au doctorat aussi, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Alors, donc, il y a des formes d'encouragement à identifier pour pouvoir oui. accompagner davantage nos étudiantes, finalement. Oui, c'est une des recommandations, d'ailleurs. Tout à fait, oui, parce que ça devrait être ouvert à tout le monde, ça devrait être connu de tout le monde et pas seulement par les personnes qui... bon, par un certain groupe de personnes. Donc, voilà. Donc, et puis l'âge, évidemment, ce sont de jeunes hommes, surtout des jeunes de moins de 30 ans. Voilà. Et puis, une chose dont on parlait tout à l'heure, contrairement à la perception que les gens ont eue quand on a fait des consultations, c'est que la durée des études, bien évidemment, si on s'y attendait, la durée des études, c'est moins long, mais le taux de diplomation est plus élevé. Oui, c'est ça qui a été une des surprises en lisant le rapport. Vraiment. Nous aussi, c'était une surprise pour nous. Donc, de voir, bon, évidemment, dans plusieurs universités, ce genre de passage accéléré, c'est surtout réservé à des étudiantes qui ont des moyens exceptionnels ou qui ont déjà une expérience de recherche très grande. Peut-être que ça explique aussi le fait qu'ils puissent terminer plus rapidement leur doctorat. Et donc, on a fait en parallèle, pendant qu'on faisait ces analyses statistiques, on a fait aussi des consultations, mais on n'avait pas à ce moment-là nos résultats statistiques. Mais là, on a pu voir vraiment de grandes préoccupations au niveau, que ce soit les doyens des études supérieures, des comités étudiants, deux instances du Bureau de coopération interuniversitaire. Vraiment, les gens se disaient, bien, on a des craintes. La maîtrise, c'est essentiel. Si on veut vraiment faire un bon doctorat, il faut avoir fait une maîtrise. Peut-être que ces étudiants-là vont avoir plus de problèmes de santé mentale parce qu'ils vont être plus anxieux, puisqu'ils auront été moins préparés à la recherche. On a eu vraiment beaucoup de préoccupations qui nous ont été données. Donc, santé mentale, une grosse... Les gens se disaient aussi, peut-être qu'il va y avoir plus d'abandon. Le taux de diplomation risque d'être moins élevé chez cette population étudiante qui a eu ces passages directs. Donc, ce sont des préoccupations qui sont dans le milieu. Et alors, on ne pouvait pas évidemment leur dire, on n'avait pas encore fait nos analyses des données, mais c'est vraiment la perception qui prévalait. Donc, ça, c'était une de nos constatations, finalement. Et une des grandes préoccupations, parce qu'on l'entend actuellement également avec la situation que nous vivons, et nous sommes dans cette interrogation sur la qualité de la formation et ultimement la qualité du diplôme, puisque les universités vont donner les diplômes aux étudiantes et aux étudiants qui auront finalisé leur cheminement. Ça va être un débat, car est-ce que vous avez, et on le voit dans le rapport en filigrane, parce qu'on le sent à la lecture, il y a eu une critique implicite, voire explicite dans certains cas, de ces formations dites ou intégrées ou accélérées, mais vous en faites un constat tout autre. En réalité, vous mettez de l'avant les avantages réels, et pas seulement pour ces étudiantes ou ces étudiants au parcours exceptionnel, parce qu'il ne faudrait pas tomber dans l'élitisme du parcours de l'étudiant type, qui n'existe presque plus aujourd'hui. Les cheminements sont tellement différenciés. Exactement. Les cheminements sont différenciés. Je dois dire, et puis on en arrive justement aux recommandations du Conseil. Le Conseil avait quand même des préoccupations concernant la valeur de la maîtrise, parce que la maîtrise, on continue de croire que c'est un diplôme qui doit être maintenu vraiment. C'est un diplôme qui est important, qui a ses propres définitions. Mais en même temps, donc, c'était notre principe, la première recommandation, vraiment toucher les principes directeurs, il faut s'assurer de la qualité, vraiment de la qualité de chacun des diplômes. Il faut aussi prioriser la réussite étudiante. On a donné plusieurs moyens peut-être d'assurer cette réussite étudiante.
On a aussi vraiment le respect de la valeur de tous les grades universitaires. C'est vraiment, y compris la maîtrise. Et le respect de l'autonomie des établissements. Donc, en même temps, ce n'est pas au gouvernement de déterminer quels devraient être les critères d'admission dans chacun de ces diplômes. C'est vraiment l'autonomie des établissements qu'on recommandait. Mais on s'est dit aussi qu'il faudrait vraiment uniformiser la terminologie, les données statistiques et vraiment faire une évaluation très serrée des candidatures à l'admission directe au programme de doctorat de recherche, vraiment basée sur les dossiers étudiants qui sont vraiment des dossiers qui démontrent des habiletés de recherche. Alors, et c'est pour ça aussi que dans une autre de nos recommandations, on a parlé aussi des programmes Honors qui existent, entre autres, en Australie. Donc, des programmes de Back Honors qui préparent à la recherche aussi et donc qui peuvent faciliter ce passage direct du bac au doctorat chez les étudiants et étudiantes qui auront vraiment manifesté des capacités remarquables dans ce domaine-là. Alors, c'est sûr que oui, c'est bien parce que pour le moment, les données montrent que finalement, le taux de diplomation est très bon, mais on s'inquiète aussi de l'encadrement que ces étudiantes et étudiants devraient recevoir. On s'est dit, bon, il y a beaucoup de préoccupations pour la santé mentale, l'anxiété de performance. Vous êtes bien sûr au courant de tout ça. Oui, vraiment. Et donc, beaucoup de nos associations étudiantes nous ont dit, écoutez, ces contrats de collaboration, ces contrats d'entente, lorsqu'on est rendu au niveau du doctorat ou de la maîtrise, même avec la direction de recherche, qu'on puisse avoir cette entente-là, mais qu'il y ait aussi un encadrement serré de la progression de chaque étudiant. Et là, on touche quand même un des cœurs de notre mission fondamentale, l'encadrement des étudiants des cycles supérieurs. Voilà. Et cette histoire... Je dis cette histoire parce qu'elle a commencé il y a déjà plus d'une quinzaine d'années. On a l'impression qu'on parle des contrats depuis 2 ou 3 ans ou 5 ans maximum, mais ça fait déjà plus d'une quinzaine d'années que la notion est introduite et qui est vivement décriée. Comment même envisager un tel document qui pourrait exister entre une direction de recherche, son étudiant, et sans remettre en cause peut-être des fondements. C'est quelque chose qui est très difficile à... Oui. Même en l'expliquant, je crois qu'il y aurait plus qu'un travail d'explication, sachant que le corps enseignant, le corps professoral, est assujetti à beaucoup de demandes actuellement par ailleurs. Donc, comment on se sortirait de la quadrature du cercle aussi, tout en respectant l'autonomie des programmes? Parce que vous l'avez dit, les universités sont autonomes et les programmes également sont autonomes. Il y a des essais qui ont été faits dans certaines universités. On en a donné des exemples. L'Université de Montréal a ce type de contrat d'entente. L'Université Laval aussi. Bon, écoutez, ça peut être très souple, en fait, hein, vraiment. Mais c'est sûr que il y a beaucoup, l'Union étudiante, des étudiants du Québec, hein, l'Union étudiante du Québec nous a fait vraiment des recommandations très fortes à ce sujet-là. Et c'est pas la première fois qu'ils le faisaient. Ils l'ont fait aussi auprès des fonds de recherche du Québec. Donc, pour vraiment être certain que l'encadrement était suffisant, moi-même, j'ai dirigé plusieurs étudiants et étudiantes au doctorat, là, et donc je n'ai pas signé d'entente à l'époque, mais je peux comprendre finalement que les étudiants et étudiantes peuvent se sentir plus à l'aise finalement s'il y a un genre d'entente explicite. Et entre autres, une des recommandations qu'on proposait, c'est qu'il y ait vraiment une maîtrise de sortie. Là, pour ceux, il faut que ces étudiants et étudiantes soient protégés, surtout ceux qui passent directement du bac au doctorat. Il y en a qui se sont retrouvés, on a eu vraiment des exemples où des gens qui avaient pratiquement fini leur doctorat pour une raison ou pour une autre, ils n'ont pas terminé, mais ils se retrouvent avec un bac. Et donc, alors qu'ils ont fait plein d'études, alors il faut avoir certainement des règles très spécifiques. Ça peut varier d'une université à l'autre, la façon dont ça fonctionne, mais il faut vraiment avoir des règles spécifiques à ce niveau-là. Et qu'en est-il peut-être également de l'équité des diplômes? Est-ce qu'on irait dans cette réflexion-là aussi? C'est-à-dire que si on multipliait, imaginons la multiplication, ou peut-être les formations seraient différenciées, est-ce qu'on ne serait pas dans une drôle de situation où des diplômes
plus rapide, vaudrait-il moins, plus? Est-ce que cette réflexion a été abordée par les membres du Conseil? Oui, absolument. On a des recommandations. On a des recommandations à ce niveau-là, mais je peux vous les résumer. En gros, un des gros problèmes qu'on a vu, que vous vivez sûrement, que j'ai vécu moi pendant toutes mes années à l'université, c'est la durée des études, de la maîtrise. Alors, on a une maîtrise qui ne devrait pas dépasser 2 ans. Mais dans les faits, la maîtrise prend souvent 3 ans. Voilà, peut-être 3 ans et demi. Alors, la durée des études est importante. Si on regarde en Ontario, par exemple, la maîtrise, très souvent, les maîtrises sont d'1 an. Puis d'ailleurs, si vous regardez les bourses pour les étudiants et étudiantes qui sont données au niveau fédéral, la maîtrise est considérée comme étant d'1 an. Pas au niveau du Québec, les fonds de recherche donnent 2 ans de maîtrise, mais pas au niveau fédéral. Alors, la durée de la maîtrise est un beau diplôme, en fait, et puis certainement qu'on veut, le Conseil continue de penser que ça devrait être un diplôme valorisé. En même temps, il ne faudrait pas non plus que la maîtrise soit démesurément longue, parce qu'à ce moment-là, le doctorat, comme on le dit aussi souvent, le doctorat, c'est 3, 4 ans, mais c'est souvent 6. Si on prend le modèle européen, là, qui, avec le traité de Bologne, c'est 3 ans de bac ou de licence, 2 ans de master 1, master 2, et 3 ans de doctorat, et c'est fixe. Alors, ce n'est pas une durée démesurée, et ça se fait, et il faut que ce soit fait dans cette durée-là. Alors que si je regarde juste, par exemple, l'exemple de psychologie, quand c'était une maîtrise qui donnait accès à la profession, mais les maîtrises étaient de 4 ans. Et avec des mémoires qui étaient devenues des thèses. Des thèses, ouais. C'est souvent ce qu'on a observé également. Voilà. Je vais peut-être voir s'il y a des questions, parce que nous avons passé plusieurs des éléments d'importance. Donc, peut-être qu'on pourrait voir si des questions sont arrivées. D'accord? Parfait. Alors, il y a effectivement quelques questions. Et donc, parmi celles-ci, on parle dans le document du groupe de travail sur l'université du futur. Oui. Et on voit bien qu'il y a dans ce document une augmentation, dit-on, de 80% des inscriptions à la maîtrise et de 94% de celles du doctorat, alors qu'il n'y a que 19% d'augmentation du corps professoral. Oui. Un enjeu véritable. Comment donc parler de la qualité de l'encadrement lorsque on a un tel écart entre le nombre de professeurs pouvant encadrer au cycle supérieur et le nombre d'étudiants qui, lui, est en augmentation? Et comment le Conseil, si je continue, peut-il évaluer finalement ou faire un avis qui permettrait de voir à mieux considérer la charge de travail que cela impliquerait? Et que cela implique, d'ailleurs, non pas au conditionnel, que cela implique. Bien, il y a plusieurs réponses à tout ça. Dans notre mémoire sur les travaux du chantier, on s'est prononcé sur chacune des recommandations. Mais évidemment, une recommandation importante, c'est l'augmentation du financement des universités, non seulement en termes de quantité, mais aussi de forme de financement, qui faciliterait plutôt la collaboration plutôt que la compétition entre les universités. On a besoin de davantage de professeurs à l'université qui permettraient cet encadrement-là, c'est certain. Et puis, on l'a dit aussi, même dans notre avis de 2019, cet encadrement, la réussite éducative à tous les niveaux, ben, ça dépend de la qualité de l'encadrement. Et donc, forcément, bien sûr qu'on va appuyer fortement une recommandation dans ce sens-là. Et je peux aussi vous annoncer que le prochain thème sur lequel on va se prononcer, la commission de la recherche, la commission de l'enseignement de la recherche universitaire et le Conseil, donc, le prochain thème qu'on aborde présentement, c'est la recherche universitaire, avec aussi la relève. Et donc, on va parler aussi de cette capacité d'encadrement, puis de l'importance de cet encadrement dans ce prochain avis du Conseil. D'accord. Une autre question concernant l'UQAM un peu plus spécifiquement. L'UQAM est connu pour avoir développé depuis plusieurs années, en fait dès l'apparition, je crois, la reconnaissance des acquis professionnels. Ouais. Et c'est ce qui a fait également, je dirais, une des marques de l'accessibilité de l'UQAM. De quelle manière ces acquis peuvent-ils être intégrés dans des cheminements qui seraient des cheminements finalement accélérés et
deuxième sous-question à ce moment-là, c'est celle que moi je vais ajouter. Ne serions-nous pas en train de créer quand même des catégories d'étudiants, ce qu'on pourrait décrier si cela pouvait arriver? Bon, alors il y a plusieurs Sous-questions. questions. Oui, plusieurs sous-questions. La reconnaissance des acquis, puis on parle aussi de reconnaissance des compétences. Le Conseil se prononce très favorablement par rapport à ça. On l'a clairement spécifié dans notre mémoire sur les travaux du chantier. On a vraiment insisté là-dessus et sur cette flexibilité qu'on devrait avoir de reconnaissance de ses acquis et de ses compétences. Vous savez, le traité de Bologne a eu ses 20 ans. Et le nouvel essor du traité de Bologne, c'est vraiment maintenant d'avoir des parcours individualisés pour l'étudiant. L'étudiant qui est au cœur de son apprentissage et qui peut déterminer son propre parcours, mais aussi avec la reconnaissance de ce qui a été produit par l'étudiant ou ce qu'il a acquis ailleurs. Puis on a tellement de choses comme ça, mais le réseau de l'Université du Québec, depuis longtemps, a accepté des gens qui n'avaient pas fait de cégep. Et donc, c'est une reconnaissance des compétences, de l'expérience professionnelle. C'est souhaitable. Il y a de plus en plus de ces parcours qui sont atypiques, mais on appelle ça des parcours atypiques, mais maintenant, c'est presque 50% des parcours qui sont de cette nature-là, finalement, où des gens qui ont déjà un diplôme universitaire reviennent à l'université, ou des gens qui ont une belle expérience, sans avoir fait d'études collégiales, vous l'avez toujours fait, arrivent à entrer à l'université et réussissent très bien aussi. Alors, je pense que cette ouverture, et c'est vraiment dans notre mémoire qui est par IA, on a insisté sur cette souplesse-là de reconnaissance des parcours. Une autre question, dans cette logique d'internationalisation qui pousse à des formes de compétition peut-être excessives par ailleurs entre les établissements supérieurs, est-ce que le Conseil ne serait pas en train de nous dire, et c'est une des questions également, normalisons ces parcours, mais augmentons incidemment également la compétition entre les établissements. Est-ce que vous n'y verriez pas là un risque? Le Conseil n'appuie pas du tout la compétition entre les établissements. Puis vous verrez aussi que les travaux du chantier parlent de collaboration, de mise en œuvre, de mise en réseau, ce qui existe déjà beaucoup au niveau du Québec. Moi, je pense que le Québec est tellement fort en recherche parce que les universités ont travaillé en réseau, les groupes de recherche dépassent les murs de chaque université, finalement. Alors, on favorise la collaboration plutôt que la compétition. Et quand on parle de parcours qui serait presque individualisé, en fait, chaque institution peut avoir son approche là-dedans. Et je ne crois pas que ça va favoriser une compétition entre les institutions. D'accord. Lorsque nous parlions tout à l'heure des cheminements et des diplômes de qualité, une des questions qui pourrait se poser, c'est si on accélère, les formes d'accélération conduiraient-elles finalement, et vous en avez parlé, à une plus grande performance et donc à un risque de problématiques de santé mentale plus accentuées. Or, on le voit aujourd'hui, et vous en avez parlé du rapport sur l'Université du futur, la recommandation numéro 1 ou 2, je ne me souviens plus, mais c'est vraiment d'accroître le financement universitaire. Il est primordial aujourd'hui de poursuivre l'effort d'accroissement des budgets pour l'éducation supérieure et la question de la santé mentale qui prend une importance déterminante également. Tout à fait. Vous parliez tout à l'heure, avant qu'on entre en ondes, de votre programme de mentorat. C'est extraordinaire parce que ça, c'est vrai. C'est vraiment très, très bien dans le sens où les associations étudiantes qu'on a rencontrées nous ont parlé finalement de la détresse, surtout aux études supérieures, des étudiants et étudiantes qui se retrouvent seuls à écrire leur thèse, qui se sentent isolés. Et en fait, à tous les niveaux universitaires, l'isolement de l'étudiant et de l'étudiante était le facteur qui était peut-être le plus propice à amener de la détresse, à induire de la détresse. Alors, c'est sûr que si on augmente la qualité de l'encadrement, parce qu'on aura plus de corps professoral, un corps professoral augmenté, si on augmente aussi le mentorat, donc pour briser cet isolement des étudiants et étudiantes, là, ça devrait aider beaucoup.
Bien. Une autre question qui vient de parvenir en lien avec la durée des études cette fois. En mentionnant que la durée des études de maîtrise devrait être de 2 ans, mais qu'aujourd'hui, le constat que nous faisons, statistique à l'appui d'ailleurs, vous avez raison, la longueur de la durée des études à la maîtrise, les constats qui vous amènent à identifier les causes, quels seraient-ils ces constats et comment peut-être apporter, et là j'ajoute un élément, comment y remédier d'une certaine manière? Ben, on a renvoyé la question aux institutions. En fait, on a dit qu'il faudrait que les institutions se penchent là-dessus, sur la durée des études, et spécifiquement au niveau de la maîtrise. Je pense qu'il faudrait vraiment limiter à 2 ans maximum la durée des études à la maîtrise. Autrement, c'est sûr que les gens vont vouloir se prévaloir de plus en plus, soit des passages intégrés, des passages directs ou autres. Certainement parce que, bon, vous faites une maîtrise de 3 ans, ben, écoutez, rajoutez 1 an ou 2, vous avez votre doctorat. Voyez-vous, alors, il faut, je pense, que les institutions, et c'est vraiment votre responsabilité, vous êtes autonome, voilà. Vous nous renvoyez la balle en bonne et due forme. La balle. Nous, on fait des constats. Vous avez toute votre autonomie. C'est clair. Un beau groupe de travail à démarrer. Oui, voilà. Vous parliez incidemment du dernier rapport, en fait, de l'avis que vous avez déposé pour l'Université du futur, qui reprend d'ailleurs sans... ben, vous avez peut-être vu, il y a des points de jonction entre certaines des recommandations et l'avis que j'ai entre les mains. Nous aurons à nous prononcer dans les semaines, en fait dans les jours qui viennent, parce que c'est cette semaine les audiences débutant. Et vous disiez quelque chose, est-ce que je peux vous citer il y a à peine quelques minutes en parlant de l'université du présent? Oui. Parce qu'effectivement, nous avons un constat que nous partageons, cette université du futur n'est peut-être pas une université du futur, mais bel et bien une université du présent. Oui, en fait, ben, oui, on peut le dire, puisqu'on l'a écrit de toute façon. Oui. C'est écrit, le mémoire est publié depuis hier. C'était un constat général à travers toutes les instances qu'on a consultées et notre conseil. C'est qu'il y a de très beaux enjeux et c'est vraiment très bien fait, ce mémoire qui a été produit par le chantier sur l'Université du futur. Les recommandations sont très bonnes, mais ce sont des recommandations qui sont un peu pour corriger l'université du présent. Alors, ça ne demeure pas moins que ce sont d'excellentes recommandations et qu'elles devraient être suivies puisque on pourra améliorer le système universitaire présentement. Puis ensuite aussi, je pense qu'on peut ouvrir un autre chantier de réflexion davantage orienté vers ce que ça va être l'université du futur en tant que telle. Mais pour le moment, on a vraiment, le comité, je crois, très bien fait son travail pour délimiter les grands enjeux actuels, ce qui détermine un peu toutes les conditions qui entourent finalement et qui peuvent faire une pression sur le système universitaire avec d'excellentes recommandations, mais encore une fois, plutôt des recommandations qui permettent de corriger la situation actuelle et il faut le faire. D'accord. Vous vous êtes inscrite dans une posture assez critique quand même à certains moments dans vos avis. Et dans celui que j'ai dans les mains, c'est toute la notion d'analyse systémique. On a souvent eu tendance à traiter les projets, les problèmes également, voire des situations de manière très ponctuelle, sans cette vision d'accompagnement et sans cette compréhension. Et d'ailleurs, vous l'avez dit en introduction, le conseil, c'est de la maternelle finalement jusqu'à l'université. Un des aspects que vous mentionnez dans le rapport et pour lesquels on n'a pas beaucoup parlé, ce sont ces passerelles d'ECBAC qui ont été soit encensées, soit vivement décriées. De quelle manière le Conseil envisage-t-il justement dans une vocation d'interordre? Et si je pose la question maintenant, c'est que dans le rapport sur l'Université du futur, l'interordre est mentionné comme étant également très important. Tout à fait. Ben, le Conseil s'est prononcé 2 fois en faveur plusieurs fois même. En fait, dans 3 avis, le Conseil s'est prononcé sur cette amélioration d'intégration finalement des niveaux d'enseignement supérieur. Alors, les DECBAC, oui, peuvent être très, très, très bien, pourraient être valorisés, mais il y a tellement
de différence. Vraiment, c'est presque négocié à la pièce. Alors, vous avez des deck back qui, dans certaines, avec une université, il y a presque 1 an qui va être reconnu. Dans une autre université, ça va être 3 crédits qui vont être reconnus. Vous savez, beaucoup, beaucoup de variations. Encore une fois, je pense que c'est un beau chantier pour ces belles institutions. Donc, de pouvoir se pencher pour pouvoir déterminer quelles sont les modalités qui pourraient être utilisées. Mais qu'on pense simplement au deck back, par exemple, quand on parle des techniques éducatives et des sciences de l'éducation. Donc, surtout avec le projet, avec la loi 40 maintenant, qui permet à des techniciennes, donc des gens qui ont été formés au niveau collégial, donc de pouvoir enseigner à la prématernelle à la condition d'être inscrite en sciences de l'éducation. Alors là aussi, il y a un beau passage qui pourrait être fait. La même chose au niveau des deck back en sciences infirmières. Alors tout ça, je pense que ça pourrait être valorisé. Et puis, il y a lieu de les développer davantage. Très bien. Puis le conseil, c'est ce qui est très beau avec le conseil, c'est qu'on a vraiment une approche systémique. Vous savez, on parle des troubles de santé mentale, hein, dont je suis très consciente au niveau universitaire. Mais en fait, nous, on vient de produire, à partir de notre commission d'éducation préscolaire d'enseignement primaire, on vient de produire un avis sur la santé mentale des tout-petits. Et on a appelé ça le bien-être de l'enfant à l'école, faisons nos devoirs. Et on a fait un état des lieux où on a pu voir que les problèmes de santé mentale qu'on voit plus tard, mais en fait, ils sont là déjà chez nos tout-petits, avec des taux de dépression, des taux d'anxiété extrêmement élevés. On a eu des témoignages d'enfants qui prennent 3 médicaments, des anxiolytiques, des antidépresseurs, et vraiment des mélanges. Alors nous, on s'est dit, il faut intervenir très tôt, enseigner aux enfants les compétences socio-émotionnelles qui vont leur permettre de bâtir de la résilience, et ça risque d'avoir un effet à travers le système, voyez-vous. Donc, en commençant déjà très tôt. C'est la beauté du conseil, d'avoir cette vue systémique, vraiment. C'est ce que vous avez mentionné. Oui. Maryse, malheureusement, le temps est dépassé un petit peu. Le mot de la fin, peut-être, sur ou les cheminements ou sur une autre dimension que vous souhaiteriez mettre de l'avant? En fait, merci de m'avoir invité, d'avoir écouté aussi la pensée du conseil à travers moi, mais la pensée qui est écrite finalement. Je vous demanderai votre collaboration pour notre prochain thème, notre prochain avis qui va se pencher vraiment sur la recherche universitaire, alors avec ses différentes facettes. Je l'ai bien entendu, puis je suis convaincue que les chercheurs, les chercheuses de l'UQAM répondront à l'appel avec grand plaisir. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, puis merci d'avoir inauguré et d'avoir répondu à quelques questions sur la qualité des diplômes plus rapides, parce que ça va être vraiment un enjeu sur lequel on aura nous aussi à débattre. Voilà. À bientôt, je l'espère. Merci beaucoup. Merci à vous.